Bonjour à tous, c'est notre quatrième rendez-vous pour Shell chez vous pendant cette période de confinement. Nous avions donc exploré le thé, le café, le cacao, des plantes qui ont révolutionné notre quotidien et aujourd'hui on va parler de deux plantes qui sont partout dans notre quotidien, partout dans notre alimentation, c'est le sucre. Le sucre, on le retrouve dans des fruits comme cette poire, comme cette orange, mais dans des légumes comme le concombre, dans la viande, il est partout, dans la farine qui est derrière moi. Et on va donc parler de l'histoire du sucre et plus particulièrement au cours de cette histoire d'un phénomène qui est propre à l'homme et donc propre aux primates, puisque nous appartenons aux primates, c'est l'addiction au sucre. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera le sucre, histoire d'une addiction. Voilà, donc on commence avec cette histoire d'une addiction, l'addiction au sucre, qui va compléter notre café, thé, chocolat, et on pourra choisir avec ou sans sucre, ce qui sera assez difficile aujourd'hui parce que vous allez comprendre que tout ce que nous mangeons contient du sucre. Alors bien sûr, on a toujours l'idée reçue des bonbons, des confiseries, des pâtisseries, mais vous allez voir que le sucre, il est omniprésent, et particulièrement fruits et légumes, où on le retrouve partout, partout, avec des quantités plus ou moins grandes. Et la pomme, on dit toujours une pomme, chaque jour éloigne le médecin. Une pomme contient de peu près 150 grammes, contient quand même 18 grammes de sucre, ce qui est assez faible pour 75 kilocalories et aux 75 calories. Et lorsqu'on va passer, bien sûr, avec le diabolique verre de soda sucré, 30 centilitres, 30 centilitres, on va passer à 35 grammes de sucre, c'est-à-dire 140 kilocalories, pour aucun apport alimentaire intéressant. Alors le sucre, il y a bien entendu le côté négatif, c'est pas ce qu'on va explorer aujourd'hui, on va explorer plutôt l'histoire et les sources, mais il y a ce côté diabète, ce côté obésité. Quand je dis diabète, je devrais plutôt dire les diabètes, et puis la face immergée, c'est souvent pour une personne, c'est la carie, mais c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Donc le sucre n'est pas que bénéfique pour la santé, et pourtant, ce sucre, c'est une addiction. Il n'y a pas que les enfants, les grands, les adultes sont aussi, aiment ce goût sucré, ce morceau de sucre, et on est addict au sucre, et je vais vous raconter pourquoi on a cette addiction. Elle remonte, cette addiction, à l'apparition des mammifères, et au moment où ils vont prendre le contrôle de la planète, il y a 60 millions d'années, lorsque les dinosaures tirent leur révérence. Les niches écologiques sont vides, les mammifères, eux, sont très petits, de la taille d'un écureuil à peu près, et ils se retrouvent avec un espace libre au sol, dans les arbres, et une lignée va émerger, une lignée spécialisée, les primates. Alors les premiers primates sont tout petits, comme je vous disais, hein, c'est un petit écureuil. Le premier que l'on connaisse, le plus ancien, qui a pratiquement 60 millions d'années, on l'a appelé Purgatorius. Et peu à peu, ces animaux vont gagner la cime des arbres, gagner cette forêt tropicale qui est le tertiaire. Le tertiaire, il y a 50 millions d'années, c'est une gigantesque serre avec une température moyenne de 35 degrés, où les primates, donc les singes, vont pouvoir régner en maître dans les cimes, et ils vont se spécialiser très vite en se nourrissant de fruits, et leur vision va se modifier, puisque le fruit, en général, lorsqu'il est mûr, devient rouge, et ils vont apprendre comme ça à décrypter cette couleur peu à peu pour certains primates, alors que les autres ne l'auront pas toujours, mais les primates sont capables de discerner le rouge, ce qui n'est pas du tout capable de faire votre chat. Donc ils savent quand un fruit est mûr, et toute la lignée des primates, qu'on soit un gibbon, qu'on soit un tarsier, un chimpanzé ou un lémurien, bien sûr un homme, va avoir cette addiction au sucre, ce besoin de consommer du sucre qui nous vient de ces 50 millions passés dans les arbres à consommer des fruits. Et ça va avoir un revers de médaille. Cette consommation de fruits liée aux primates, c'est qu'à force de consommer des fruits, les fruits renferment de la vitamine C. Et la vitamine C, elle est produite par une enzyme, ça sera un des rares mots savants de la présentation, qui s'appelle la gulonolactone oxydase. Et à force de consommer la vitamine C, les primates vont inactiver le gène qui produit cette enzyme, ce qui fait qu'on est incapable de survivre sans consommer cette vitamine C et sans consommer des fruits. Alors que votre chat, lui, parfaitement, votre chien, en mangeant de la viande, va fabriquer cette vitamine C.
Et c'est ce collatéral du sucre et des fruits et de la vitamine C qui fait que nous avons besoin de consommer des fruits pour ne pas mourir. Sinon, c'est le scorbut. Les seuls qui ont gardé cette capacité à la fabriquer, c'est les lémuriens. Donc que vous soyez aujourd'hui un grand singe, un orang-outan, un gorille, un chimpanzé, bonobo ou un humain, bien vous avez cette addiction au sucre et ce besoin de consommer des fruits pour aller chercher la vitamine C. Voilà l'histoire de notre addiction et pourquoi on aime tant le sucre et le goût sucré. Maintenant, on va regarder un peu les sources de sucre et surtout regarder le sucre de table que vous consommez tous les jours sous différentes formes, en gâteau ou dans votre petit déjeuner. Alors ce sucre de scan, il contient, ou de sucre de betterave, il contient ce qu'on appelle le saccharose. Bon, il y aura une structure chimique. Là voici le saccharose, et le saccharose, on lui a donné un pouvoir sucrant. C'est l'étalon, on peut dire 1. Lorsqu'il arrive sur votre langue, ce saccharose, il est hydrolysé. C'est ce qui va vous donner ce goût sucré sur la langue. Il va se couper en 2 molécules que vous connaissez de nom, c'est le glucose et le fructose. Le glucose a un pouvoir sucrant relativement faible, 0,7, tandis que le fructose a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé, 1,5. L'ensemble donne un pouvoir sucrant de 1. C'est ce qui a servi de base pour étalonner le sucre. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Valeur énergétique, 4 kcal. Les sources de sucre que vous connaissez, celle qui est notamment, je dirais, la cultivée en Europe, c'est la betterave. On reviendra sur son histoire. Betterave sucrière, qui n'a rien à voir avec la betterave rouge que vous consommez en salade. Et la deuxième source, qui est la source la plus importante produite sur la planète, c'est un gigantesque roseau qui peut faire 6 mètres de haut, c'est la canne à sucre, que l'on consomme notamment dans des pays plus tropicaux, mais qui est la première plante cultivée au plan mondial avec ses 23% de la masse produite en agriculture dans le monde. Oui, donc c'est une plante cultivée énormément. Alors, où va-t-on trouver du sucre? On va le trouver notamment dans le nectar des fleurs. On trouve du saccharose, du glucose, et c'est ce qui va donner, par le travail des abeilles, le miel, qui a un pouvoir sucrant de 1,4, donc légèrement plus que notre sucre de cuisine. Une autre source que vous connaissez aussi, c'est l'arbre à sucre, c'est l'érable du Canada, qui donne ce sirop d'érable qu'on va répandre sur des crêpes, par exemple, des pancakes, qui a un pouvoir sucrant de 1,4. Alors c'est aussi un cadeau qu'ont fait les Amérindiens aux Européens lorsqu'ils sont arrivés donc en Amérique du Nord. Ils n'avaient pas de source de sucre et les Indiens leur ont expliqué comment, à partir du sirop d'érable, fabriquer ce sucre. Une autre source de sucre que l'on connaît moins mais qui serait très intéressante de par son goût et aussi qui peut être utilisé en cuisine, c'est le sirop d'agave. Voilà, l'agave, ce que vous voyez ici, c'est la fleur d'une plante qui a pour origine le Mexique, qu'on a énormément planté dans le sud de la France, en zone méditerranéenne, comme plante décorative. Elle y est même restée comme plante invasive. Alors ce sirop d'érable, il a un pouvoir sucrant de 1,3, qui le place entre le miel et le sirop d'érable. Et voilà l'agave dans son pays d'origine, le Mexique. Et là-bas, on va la tailler, récolter la partie centrale. Et de cette partie centrale, de ce cœur de l'agave, on va tirer ce sirop d'agave, qu'on appelle aussi miel de cactus ou nectar d'agave, qui est connu depuis les Aztèques, puisqu'à partir de là, ils en faisaient un sucre, mais ils en faisaient aussi une bière. Ils faisaient fermenter, ça s'appelait le pulque, et cette bière est toujours consommée au Mexique. Une autre source peut-être moins connue du fruit le plus sucré que l'on connaisse aujourd'hui, c'est la date. Eh bien, on fait aussi un sirop de date avec un assez fort pouvoir édulcorant. Alors ça me ramène dans l'histoire du sucre à un monsieur dont tout le monde a entendu parler, Claude Bernard, grand médecin, grand expérimentateur. Il n'a fait toute sa vie que du travail de laboratoire et d'expérimentation, notamment sur l'animal. Il n'a jamais pratiqué la médecine de ville. Et c'est à lui qu'on doit de comprendre le mécanisme de la formation du sucre dans le foie. Claude Bernard s'était aperçu qu'en prenant un foie animal, humain ou autre, en le lavant, dans l'eau, on trouvait de lavage, on trouvait du sucre, il le lavait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre, il laissait le foie se reposer 30 minutes, il remettait de l'eau et on retrouvait du sucre dans l'eau. Donc c'est venu son idée, c'est qu'il y avait une source qui produisait du glucose dans le foie, et ce glucose devait être
dans un état polymérisé. À l'époque, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Pensez à des perles que vous enfilez sur un fil pour faire un colis. Les molécules de glucose sont associées les unes aux autres et peu à peu, elles se relibèrent dans le sang ou dans l'eau qui servait à laver le foie. Et il lui a donné un nom à cette substance de réserve, il l'a appelé le glycogène. On en a environ 200 grammes et lorsqu'on commence à mobiliser nos quantités de glycogène dans le foie pour avoir du glucose dans le sang, c'est qu'on a fait d'énormes efforts physiques après une grosse journée de randonnée, etc. C'est notre réserve, à peu près 200 grammes. Oh, tiens, au passage, on doit quand même, si on reste sur le sucre, à Claude Bernard la découverte de cette glycémie. Lorsqu'on veut savoir si vous avez votre taux de glucose sanguin est bon, si vous ne souffrez pas de diabète ou d'autres choses, on va vous faire une glycémie à jeun et c'est Claude Bernard qui a établi qu'elle était entre 0,7 g et 1,10 g. C'est ce que vous faites lorsque vous faites des analyses médicales. Et comme il y avait de nombreuses maladies liées au sucre, de pathologies, eh bien on a cherché des molécules qui trompaient sur la langue, dans la bouche, le goût sucré. Et c'est comme ça que sont nés, avec le 19e siècle, début 20e siècle, les premiers édulcorants de synthèse. Le premier a été la saccharine. La structure chimique n'a rien à voir avec le glucose. En fait, vous êtes trompé au niveau du goût. Savoir qu'aujourd'hui, la substance la plus sucrée que l'on connaisse, c'est le formol, le formaldéhyde. Voilà. Mais bon, il ne faut pas s'amuser à en prendre parce que c'est un désinfectant. Vous en mettez une goutte sur la langue, ça passe à travers, vous avez un trou. C'est horriblement toxique. Mais donc, ce n'est pas le goût sucré, c'est une chimère qui arrive au niveau du cerveau. Le cerveau enregistre un goût sucré. Donc, le pouvoir sucrant de la saccharine, c'est 300 à 400 fois le saccharose, le sucre de table. Et puis après, on a mis au point d'autres édulcorants dans les années 70, notamment l'aspartame, qui a un pouvoir sucrant de 200. Est arrivé plus récemment le sucralose, lui qui a un pouvoir sucrant cette fois-ci de 650 fois plus sucré que le saccharose. Et puis c'est une découverte aussi récente, mais qui était connue en Amérique latine, notamment au Pérou, en Bolivie, c'est le stevia, cette petite plante, de la même famille que la menthe, qui produit le stévioside, qui est une molécule sucrée, cette fois-ci naturelle, qui a un pouvoir sucrant de 300. Donc ça permet, je dirais, d'obtenir du goût sucré sans les effets secondaires du glucose sur l'organisme. Il faut savoir que l'on consomme en France 100 grammes par personne et par jour, alors qu'on devrait consommer entre 25 et 100 grammes par jour par personne. Donc on dépasse largement 2 fois cette limite recommandée par les autorités sanitaires, mais ça vient de cette addiction dont je vous parlais. On produit sur la planète 180 millions de tonnes de sucre chaque année. C'est quelque chose qui est énorme, ça reproduit ces 5 tonnes qui seraient produites par seconde, et quelque chose qu'on ne sait pas toujours, c'est quand même, pour les 2 tiers, 75% de la canne à sucre. Seulement 25% pour la betterave. Le premier producteur au monde, c'est le Brésil, avec 35 millions de tonnes. L'Inde arrive derrière avec 26 millions de tonnes. Malheureusement, l'Inde découvre, comme d'autres pays, depuis quelques années, l'obésité. L'Union européenne, c'est 19 millions de tonnes. Quant à la Chine, elle produit 12 millions de tonnes par an de saccharose. Donc on raisonne toujours en sucre de table. La France donc, produit 37 millions de tonnes de betterave, ce qui donne 14 millions de sucre blanc, une fois raffiné. Donc ça fait 35 kilos par Français et par an, ce que je vous disais qui est assez important, alors qu'on devrait consommer environ seulement 20 kilos par an. Alors bien sûr, on peut toujours se référer à nos voisins américains outre-Atlantique qui, eux, consomment presque 60 kilos de sucre par an, ce qui n'est pas une référence. Petite histoire, si on venait au début du 19e siècle, lorsque le sucre a commencé à se démocratiser, on n'en consommait que 2 kilos par an et par habitant. On consommait sinon du miel. Sur cette carte, on peut voir les pays producteurs de betteraves et de canne à sucre. La couleur violette, ça correspond donc à la betterave, donc on est dans l'hémisphère nord, et le sucre de canne, lui, est produit de façon préférentielle dans l'hémisphère sud. C'est une question de température, mais il faut savoir que le bassin méditerranéen, on va en parler tout à l'heure, a hébergé pendant des siècles la culture de la canne à sucre, alors qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore la betterave.
Au commencement était le miel, c'était la première source, avec bien sûr les fruits, hein, que l'homme a connus, et c'est le travail dont je ne rapprendrai rien de certains insectes, comme les abeilles, comme les bourdons. L'abeille n'a pas conscience qu'elle pollinise la fleur, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher ce mélange de saccharose ou de glucose qu'on appelle le nectar, et au passage, bien, elle va emporter le pollen. Ce qui fait que l'homme va très vite s'intéresser à cet animal, à cet insecte, et la preuve, c'est qu'il y a 8000 ans, dans la cave de l'araignée en Espagne, il a représenté dans un art pariétal, je vous l'agrandis ici, je l'ai représenté de façon plus claire, cette silhouette accrochée à une échelle ou à des cordes, qui est partie donc récolter le nid dans un essaim, et on voit autour de cette personne des abeilles qui volent, représentées en art pariétal. C'est la plus ancienne représentation d'insectes que l'on ait actuellement dans l'art pariétal. Très vite, l'homme va comprendre qu'il peut cultiver, élever, je ne sais pas, on va dire élever l'abeille et produire le miel. Les Égyptiens vont le représenter sur des fresques. Là, on le retrouve ces ruches du Moyen Âge que vous regarderez attentivement, car ce sont des ruches à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur, on va utiliser notamment de la paille tressée, l'abeille, la reine va coloniser cette ruche, on rajoute souvent des morceaux de bois en travers pour qu'elle puisse installer les cadres, et lorsqu'on va récolter le miel, eh bien on détruit la ruche, malheureusement. Voilà, c'était la seule solution qu'on avait, et ça a duré pendant des millénaires, ce qui aujourd'hui est taxé d'une sacrée amende si vous détruisez une ruche. Alors l'homme lui a offert certainement à l'abeille ce qu'elle connaissait, c'est un tronc d'arbre évidé, où elle allait fabriquer son, sa colonie, sur laquelle on mettait une pierre plate. Mais c'est pareil, on détruisait la ruche. Alors chaque zone de France avait sa façon de faire des ruches, un tronc évidé en Lozère, ou cette ruche en seigle en Corrèze, mais c'est toujours des ruches à usage unique. Il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'un Américain, M. Langstroth, invente la ruche à cadre mobile, fin 19e, début 20e siècle, ce qui permet de récupérer les cadres contenant le miel pour l'extraire, mais de laisser à la colonie d'abeilles suffisamment à manger pour passer l'hiver. Donc c'était une invention majeure. Revenons maintenant sur l'histoire de notre canne à sucre, qui nous amènera bien entendu sur l'histoire de la betterave. Alors, on l'appelle Saccharum officinarum, ce roseau sucré, qu'on va découper en petits morceaux d'ailleurs pour le planter, par bouturage, hein, tout simplement. La culture est assez simple, pourvu que le climat s'y prête. Alors la question que je pose quand je suis en public, c'est de quel pays est originaire la canne à sucre? Alors on pense toujours, gens comme réponse souvent l'Amérique, les Antilles, ça c'est des pays d'accueil, c'est pas le pays où l'homme l'a découvert en premier, l'homme l'a commencé à la découvrir et à la cultiver dans un pays bien lointain, c'est la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et on trouve toujours en Nouvelle-Guinée-Papouasie de l'agroforesterie en culture de canne à sucre. C'est le pays d'ailleurs où est originaire également la banane en culture et la noix de coco. Voilà, c'est pas forcément là qu'on aurait été la chercher, et ça date de 11-12 000 ans, bien avant les cultures du croissant fertile. Donc l'homme avait déjà développé de l'agriculture dans cette zone reculée de la planète, qui fait cette canne à sucre fait partie de leur patrimoine, hein, de ces populations papous, c'est leur patrimoine, il y a une fête de la canne à sucre et c'est une base de leur alimentation. Alors depuis cette Nouvelle-Guinée-Papouasie, la canne à sucre va commencer à voyager et sa première escale se fera en Inde, où on va la cultiver et aussi on va commencer à mettre au point d'extraire le sucre, donc le saccharose du jus de canne. Et en Inde, son nom est resté, c'est Sarkara. De l'Inde, elle va passer, suite aux conquêtes des Perses, repartir vers l'ouest. Hein, ils vont la Perse, donc c'est l'Iran actuel, va ramener le roseau sucré, c'était le nom que lui donnaient les Romains en Perse, en Iran, et ils l'appellent d'un nom qui est très beau, ils appellent ça le roseau qui produit du miel sans le concours des abeilles. Et bon, pas mal de traces montrent que ça serait eux, ces populations perses, qui auraient mis au point le pain de sucre, donc la façon de cristalliser le saccharose.
Comment va-t-il arriver dans le bassin méditerranéen? Via les conquêtes d'Alexandre, qui va peu à peu pousser jusqu'aux rives de l'Indus, et il va revenir, une partie de ses armées vont revenir par voie maritime, revenir sur le bassin méditerranéen, et vont ramener cette plante et sa culture. Donc le roseau sucré arrive en Méditerranée, et c'est le monde arabe qui va en assurer la production, la culture, et améliorer les techniques de culture, améliorer les techniques d'extraction. Et dans le monde arabe, on l'appelle le soukar. Donc sur cette miniature, on voit la canne à sucre, et la récolte va être importante, puisque la plante, on va l'adapter au pourtour de la Méditerranée. Et si on revenait 2000 ans en arrière, on trouverait des cultures de canne à sucre en Espagne, en Afrique du Nord, en Égypte. En fait, ça correspond au rayonnement de tout le monde arabe de l'époque. C'est eux qui assurent aussi le commerce et le raffinement. Et ils vont découvrir le kurat al-mil, qui est en fait le caramel, lorsque le sucre se solidifie, qu'on le fait chauffer trop fort. Comment après le produit va arriver en Europe? Il va rediffuser via les croisades, qui vont ramener ce roseau sucré, donc le sucre, en Europe. Et le mot, donc, du mot sarkara en Inde au mot sukar dans le monde arabe, ça va donner zucchero en Italie et sucre en France. Et la technique sera toujours la même. On utilise ce récipient percé au bout, qui permet donc au sucre de cristalliser. Dans cette sorte de récipient, le sucre cristallise, et une fois qu'on le démoule, on obtient ce qu'on appelle le pain de sucre. Après, il va rester à le casser, le préparer. Mais cette technique va fonctionner jusqu'au XIXe siècle. Et au démarrage, au Moyen-Âge, lorsque le sucre commence un peu à se répandre, il est resté réservé à l'élite, il est cher, ce sont les pharmaciens, les apothicaires qui sont chargés de commercialiser ces pains de sucre. Très vite, les Portugais vont emmener sur leur île laboratoire de Madère la canne à sucre, ils vont l'expérimenter là-bas et commencer à l'emmener vers les colonies du Brésil, Madère étant seulement la terre d'accueil, et les Espagnols et Christophe Colomb feront pareil, et lorsque Christophe Colomb termine son deuxième voyage, il a déjà emmené à Hispaniola la canne à sucre. Et c'est ce qui va accélérer ou entraîner, avec le café, le tabac dont je vous ai déjà parlé, le commerce triangulaire et la traite des esclaves et la dépopulation de l'Afrique. Donc ces personnes, volées à leur pays d'origine, vont aller travailler dans les plantations, tenues en général par de riches colons, de la noblesse souvent, qui font flamber les prix pour qu'en Europe le sucre vaille toujours très cher. C'est ce qui explique qu'il ne peut pas se démocratiser, le sucre de canne. Et puis des résidus, on va fabriquer du rhum. C'est pour ça que lorsque vous lisez Le Trésor de Rackham le Rouge ou Le Secret de la licorne de Tintin, eh bien vous retrouvez ces bouteilles de rhum qui partaient de ces îles à sucre. Nous avions, nous, la Guadeloupe, la Martinique, les Anglais avaient la Jamaïque. C'est le résidu, c'était le rhum, et le rhum se retrouvait sur les bateaux et était souvent pillé par les pirates. Le système de l'esclavagisme va s'arrêter en France en 1848. Il s'était arrêté sous la Révolution française, ce qui semble normal, mais Napoléon Ier, sous la pression, le lobbying des colons qui vendaient le sucre, va remettre l'esclavage en vigueur. Donc il faudra attendre quand même la moitié du 19e. On va être les derniers à pratiquer l'esclavage. Alors la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi aller chercher bien loin ce que l'on possède déjà chez soi, la betterave à sucre? Parce que ça rapportait de l'argent, c'est une question de lobbying. On n'avait aucun intérêt à développer la betterave à sucre. C'est toujours pareil, c'est toujours du lobbying. Et pourtant, M. Olivier de Serres avait expliqué, donc Olivier de Serres, il est agronome, c'est le premier agronome de l'histoire. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage qui fait référence chez les agronomes qui s'appelle Le théâtre de l'agriculture. On est sous
Henri IV, d'ailleurs c'est un ami de Henri IV, il est huguenot comme lui, et en revanche il vit dans le Vivarais. C'est grâce à lui que la culture du verre à soie va se réaliser, que le maïs va commencer à être cultivé en France, et Olivier de Serres a entendu parler de cette plante qui pousse aussi en Italie, qu'on appelle la bête rave, en 2 mots. Et cette plante, selon lui, pourrait très très bien remplacer la canne à sucre. Mais à l'époque, il y a le lobbying des colonies à sucre. Ça va me changer à la fin du XVIIIe en Allemagne avec un grand chimiste qui s'appelle Marggraf. Marggraf va faire l'analyse du sirop obtenu à partir de la betterave, on est en 1747, il va démontrer que les cristaux obtenus ont les mêmes propriétés physico-chimiques que ceux de la canne à sucre. Donc pourquoi ne pas utiliser la betterave alors que la canne à sucre revient cher par le système du commerce triangulaire, à savoir c'est qu'elle rapporte toujours au même. Et c'est encore un Français devenu allemand qui va mettre au point le procédé d'extraction, monsieur Achard, Karl Achard. C'est aussi un huguenot qui a fui les répressions du catholicisme au XVIe, XVIIe siècle. Il s'est réfugié en Allemagne, comme bon nombre de huguenots, et il va mettre au point en Silésie en 1802 la première usine de fabrication de sucre à partir de betteraves. Donc ça va être le signal du démarrage que l'on peut faire du sucre sans avoir besoin de ce système colonial. Ce qui va accélérer les choses, c'est la guerre entre Napoléon et la perfide Albion. Chacun va s'opposer des blocus. Ça va être un blocus continental pour empêcher les Anglais de venir, mais ça va être aussi un blocus maritime pour empêcher les Français de sortir. Résultat, les îles à sucre peinent à faire arriver le sucre en Europe. Les Anglais sont soumis à la même peine que nous, pas de sucre. Donc il faut se débrouiller. Parce qu'en général, quand on n'en a pas, c'est le système D qui sort. Et le monsieur qui va en avoir l'idée, qui va être le précurseur, c'est l'ancien préfet de Paris, Jean-Antoine Chaptal, qui lui-même dans son jardin en province cultive de la betterave, qui va essayer de lancer la production de sucre à partir de betteraves. Et pour cela, il fallait des capitaux, un banquier et un chimiste. Le banquier, c'est Benjamin Delessert, qui va fournir les capitaux pour monter une usine dans laquelle un certain Jean-Baptiste Keruel va mettre au point en France la technique d'extraction de saccharose à partir de betteraves, de pulpe de betterave. Et l'usine est implantée dans la périphérie de Paris, dans un petit village sur une colline. C'est l'usine de Passy, aujourd'hui c'est la colline de Chaillot, où se trouve le Trocadéro, mais à l'époque ça n'est pas encore attaché à Paris, c'est un petit village, et c'est là où la première usine à sucre va être installée. Et en 1812, Napoléon va aller fièrement visiter cette usine qui représente pour la France une nouvelle richesse puisqu'on ne peut plus faire venir le sucre des Antilles, et toujours l'histoire raconte que Napoléon a ôté la Légion d'honneur qu'il avait sur sa redingote pour la donner à Benjamin Delessert en lui disant que la nation se souviendrait de lui. Alors on le retrouve après sur différentes publicités ou dans les livres d'histoire du 19e. Alors à partir de là, bien d'autres usines vont s'installer en France. Et en 1828, Napoléon est mort depuis 7 ans, la France compte déjà 585 sucreries implantées dans 44 départements. Et ça va être essentiellement après les Hauts-de-France qui vont, donc le climat s'y prête bien, ces grandes plaines, devenir le berceau de la culture de la betterave en France. Mais le procédé de fabrication, que ça soit de la canne à sucre ou que ça soit de la betterave, arrive toujours, la cristallisation se fait toujours dans ce récipient qui donne le pain de sucre. Alors cette fois-ci, bien sûr, ce n'est plus les pharmaciens qui le commercialisent, le sucre s'est démocratisé, mais on a cette forme pas très très facile à utiliser. On trouve encore dans des épiceries à Paris ces pains de sucre. Alors après, il faut arriver à le transformer dans un format que l'on puisse placer pour son petit déjeuner, pour faire la cuisine, le rendre en poudre. Donc il y a plusieurs techniques qui vont être mises au point plus tard, mais au démarrage, on n'avait que des pinces ou un marteau. Donc on cassait le sucre. Et dans les cafés le matin, à Paris, ce qui complète ce que j'avais dit sur le café, on rajoutait du sucre dans son café.
Et c'est l'époque où les cafetiers cassaient les morceaux de sucre avant que les clients arrivent, et c'est là où on se racontait les potins. Et on cassait du sucre sur le dos des autres. L'expression est venue de là. Alors ce morceau de sucre que vous avez l'habitude de voir sous la forme d'un petit carré au contour parfait, il a été inventé en Moravie par un certain Jacob Christoph Rad, qui l'a obtenu lui en faisant cristalliser le sucre en plaques et après avec une scie, il découpait des cubes de sucre. Ça n'était pas du tout industrialisé et ça va rester ce découpage pendant très longtemps. On est au moment de la guerre de 14-18, les femmes sont dans les usines et on utilise ce découpage de morceaux de plaques de sucre pour fabriquer ces carrés de sucre. Il va falloir attendre 1949 pour qu'un Français mette au point ce qu'on appelait, qui s'appelait M. Chambon, hein, Louis Chambon, mette au point la fameuse chaîne Chambon qui consiste à mouler le sucre dans des moules sous la forme de petits cubes que l'on laisse cristalliser environ 12 heures et après sous presse et après on va démouler ces tablettes et on aura des carrés de sucre. Vous voyez, c'est une invention qui est relativement récente. Voilà. Maintenant, le sucre est prêt. Vous allez pouvoir le consommer. Bien, notre cycle café, thé, chocolat avec sans sucre se termine. Vous avez vu le sucre, hein, il est partout, les fruits, que ce soit un morceau de pain, un morceau de viande, le sucre est partout présent, ce qui fait que quelquefois il faut quand même regarder ce qu'on mange. Moi, je vais profiter de ce confinement où on a le droit d'être gourmand pour déguster un très bon cookie, où bien entendu il y a du sucre. Et puis vous annoncez aussi dans le cadre de Shell chez vous, c'est que pour continuer cette aventure, vous propose de parler la semaine prochaine d'un homme que tout le monde ne connaît pas forcément. Il a un nom assez particulier, il s'appelle Pierre Poivre. Voilà. Et il a un nom prédestiné parce qu'il a travaillé toute sa vie sur les épices. Et ce Pierre Poivre, il a une vie chargée de rebondissements incroyables. C'est pire qu'un Robinson. C'est grâce à lui aujourd'hui que vous pouvez croquer un clou de girofle, le piquer dans un pot-au-feu ou râper de la noix de muscade. Voilà. Donc je vous dis à bientôt